Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette 5e capsule sur le top 10 OWASP 2017-2020. Mon nom est Guillaume Simard et ça me fait plaisir de vous accompagner dans cet apprentissage. Cette capsule a 5 contrôles d'accès brisés, aussi traduit sous manque dans le contrôle d'accès. Le plan facteur de menace, vulnérabilité, l'impact de cette faille-là, suis-je vulnérable? Comment s'en prémunir et quelques exemples pour vous aider à mieux comprendre. Ce qu'on dit, c'est que l'exploitation des contrôles d'accès est une des principales compétences des attaquants. Donc les hackers sont des experts dans ce domaine. On dit que les outils SAS et DAS peuvent détecter l'absence de contrôle d'accès, mais ne peuvent vérifier s'ils sont efficaces quand ils existent. Et c'est quoi le DAST? C'est le Dynamic Application Security Testing. C'est des tests automatisés lorsque l'application roule. Donc on lance l'application, on est capable d'envoyer un outil DAST et d'analyser justement le contrôle d'accès. Et il y a aussi le Static Application Security Testing, le SAST, et c'est plutôt lorsqu'on est en train de développer. Le développeur est en train d'écrire du code dans son IDE et il y a une aide qui pourrait apparaître pour faire des recommandations par rapport à certaines failles de sécurité ou certaines validations manquantes. Et je suis aussi tombé sur Defense Code Thunderscan. Ça semble être un outil spécialisé qui permet de lancer des analyses SAST, donc pour le code statique. Il nous retourne des rapports, il nous fait des propositions et il nous indique les vulnérabilités trouvées, l'injection SQL, l'injection, le XPath, LDAP injection, etc. Donc on peut voir toutes les vulnérabilités qui sont identifiées par cet outil-là. Ça fonctionne avec plusieurs environnements de développement et plusieurs langages sont supportés. Je ne l'ai pas essayé, mais je trouvais cet outil-là intéressant a priori. Donc peut-être que vous voudrez investiguer. Et juste pour vous dire que je n'ai pas de redevance ou à promouvoir ce produit-là. Donc c'est juste pour vous dire qu'il y a plusieurs produits qui existent sur le marché. Facteurs de menace. Les vulnérabilités de contrôle d'accès peuvent être détectées par des tests manuels. Donc, quelqu'un qui, manuellement, un testeur, va faire ces tests-là pour voir si les contrôles d'accès sont bien définis. Mais aussi, il y a possibilité de le faire avec des tests automatiques, donc des tests automatisés. Dans le cadre de Laravel, on peut écrire un test et vérifier si tel type d'utilisateur a accès à tel type de ressources. Est-ce que l'administrateur a le droit d'accéder à une page admin et éviter que les autres utilisateurs aient accès à cette page admin-là? Donc, tantôt, quelques exemples de code. Vulnérabilité. Les vulnérabilités de contrôle d'accès surviennent souvent par le manque de détection automatique. Il vous manque des tests. Vous n'avez pas bien testé votre fonctionnalité, votre API REST, et la porte est grande ouverte pour pouvoir faire des modifications à votre système, aux données. Manque de tests fonctionnels effectifs par le développeur d'application. Donc, on pointe le développeur d'application, c'est sa responsabilité d'avoir ces tests-là qui couvrent bien les différents scénarios. Les tests manuels sont la meilleure méthode pour détecter des vulnérabilités de contrôle d'accès manquants ou défectueux. Ceci inclut les méthodes. On connaît bien les méthodes du Hypertext Transfer Protocol, le get, le put, le post, le delete. Delete, peut-être que c'est seulement le propriétaire d'une ressource qui a le droit de supprimer son enregistrement. Il faut bien évidemment tester les contrôleurs et tester les références directes d'objets. On va en parler un petit peu plus tard, mais si dans l'URL, il est écrit que la ressource est la numéro 5, et moi, dans l'URL, je modifie pour numéro 15, est-ce que je vais tomber sur une ressource qui devrait être protégée? À voir. Les impacts maintenant. Techniquement parlant, l'impact est qu'un attaquant peut obtenir les droits d'un utilisateur, peut-être même de l'administrateur, obtenir des droits privilégiés. Il pourrait créer, lire, supprimer tout enregistrement, donc des impacts assez sévères. Exemple de scénario. Premier exemple. L'application utilise des données non vérifiées dans un appel SQL qui accède aux informations d'un compte. Donc ici, on a un exemple de prepare statement qui est peut-être fait en C# et on va aller récupérer un paramètre dans l'URL, le ACCT, on va lancer la requête. Mais on pourrait modifier justement ce paramètre-là, ACCT, en envoyant un ID qui ne fait pas référence à mon compte à moi.
Donc, c'est encore plus facile quand c'est des numéros séquentiels, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Éventuellement, on devrait utiliser des GUID, des numéros complexes, mais à la base, bien protéger cette ressource-là. Et seul l'utilisateur propriétaire devrait avoir accès à l'information. On dit si le numéro n'est pas vérifié, l'attaquant peut accéder à n'importe quel compte utilisateur. Premier exemple. Exemple numéro 2. Un attaquant force le navigateur à visiter des URL arbitraires. On a déjà eu une petite capsule sur OWASP Zap et on sait que c'est possible d'utiliser le fuzzer pour envoyer des données aléatoires ou des données qui sont contenues dans un fichier. Et on pourrait aussi lancer un fuzzer qui va tenter d'appeler différentes URL en utilisant des URL de base existantes, mais on va ajouter admin à la fin, on va ajouter protected, on va modifier l'URL, donc on va essayer de trouver des portes d'entrée qui sont non protégées. Donc il faut imposer des droits pour accéder à une page d'admin, bien évidemment. Si un utilisateur non authentifié peut accéder à l'une des pages, c'est une faille. Si un non-administrateur peut accéder à une page d'administration, c'est aussi une faille. Donc les outils des attaquants sont tout de même évolués pour tenter de générer toutes sortes d'URL avec des mots-clés différents en lien avec l'admin, entre autres. Maintenant, suis-je vulnérable? Les contrôles d'accès appliquent une politique assurant que les utilisateurs respectent leurs permissions. Donc, est-ce que c'est en place? Avez-vous un contrôle d'accès suffisant pour respecter cela? Une faille entraînera généralement des fuites d'informations, des corruptions ou destruction de données, ou permettra des actions en dehors des autorisations de l'utilisateur. Est-ce que c'est possible de contourner les contrôles d'accès en modifiant l'URL, ou peut-être même l'état interne de l'application, ou la page HTML? On modifie quelque peu le formulaire HTML, il y avait un champ qui contenait le rôle de l'utilisateur. Ce rôle-là, actuellement, c'est « user », mais en le modifiant, en forgeant une requête HTTP, je suis capable de me faire passer pour un admin. Permettre la modification de la clé primaire pour pointer sur l'enregistrement d'un autre utilisateur, donnant ainsi la possibilité de voir ou modifier le compte de quelqu'un d'autre. Donc ce sont des tests que vous devriez implanter. Suis-je vulnérable? Permettre une élévation de privilèges, c'est-à-dire permettre d'agir comme un utilisateur connecté ou comme administrateur lorsque l'on est connecté comme utilisateur simple. Permettre les manipulations de métadonnées comme le rejeu ou la modification des JSON Web Tokens. Donc, est-ce qu'on pourrait voler le JSON Web Token de quelqu'un, de le modifier ou modifier le JSON Web Token qui nous est envoyé, modifier le rôle qui est inclus à l'intérieur du JWT, ou même les cookies. Les cookies sont échangés entre le client et le serveur à chaque requête. Peut-être que je peux modifier le cookie et changer le rôle, ou même un champ caché, afin d'élever les privilèges. Aussi permettre l'accès non autorisé à des API par mauvaise configuration CORS, le Cross Origin Resource Sharing. J'ai un exemple un peu plus tard. Est-ce que vous permettez la navigation forcée vers des pages soumises à authentification sans être authentifiées? Donc une page qui normalement on doit être authentifié, on est redirigé vers cette page-là, mais on se rend compte qu'on peut y aller directement en tapant l'URL sans même passer par la page de connexion, ou à des pages soumises à des accès privilégiés en étant connecté comme simple utilisateur. Permettre l'accès à des API sans contrôle pour post, put et delete. Et comment s'en prémunir maintenant? Comment éviter que les hackers utilisent cette faille-là? Les contrôles d'accès ne sont efficaces que s'ils sont appliqués dans du code de confiance côté serveur. Le mot important ici, c'est côté serveur. On ne peut pas se fier au JavaScript, on ne peut pas se fier au niveau client, parce qu'on sait que l'utilisateur, avec des outils tout de même simples, pourrait modifier les cookies, pourrait modifier les formulaires HTML, les données dans les formulaires HTML. Donc la logique doit se faire côté serveur. La validation côté client, c'est le fun, mais la validation côté serveur, c'est primordial et nécessaire. Ou dans des API serverless, là où un attaquant ne peut pas modifier les vérifications de contrôle ni les métadonnées. À l'exception des ressources publiques, tout doit être bloqué par défaut. Donc la règle de base, ça serait de dire on bloque tout. Il
Il faut être un utilisateur authentifié. Et après ça, si on a une section admin, on devrait se faire une règle pour protéger toutes ces routes-là dans l'ensemble. Donc, on doit tout protéger par défaut. Puis après ça, ouvrir des portes si on a des pages publiques et des ressources publiques. Centraliser l'implémentation des mécanismes de contrôle d'accès et les réutiliser dans l'ensemble de l'application. Donc, j'ai vu qu'en C#, en haut de chaque contrôleur, on pouvait définir des droits d'accès, mais je crois que c'est une meilleure pratique d'avoir un fichier dédié au contrôle d'accès. De cette manière-là, quand un développeur ou un spécialiste de la sécurité va regarder ce fichier-là avec toutes les routes, il sera en mesure de déterminer s'il y a des failles rapidement, plutôt que d'aller dans chaque fichier de contrôleur et de vérifier chaque méthode. Donc, centraliser les informations de contrôle d'accès. Le modèle de contrôle d'accès doit vérifier l'appartenance des enregistrements. J'ai un exemple plus tard. Plutôt que de permettre à l'utilisateur de créer, lire, modifier ou supprimer n'importe quel enregistrement. Désactiver le listing de dossiers sur le serveur web. Souvent, on tape le nom d'un dossier et voilà, on voit la liste de tous les fichiers dans ce dossier-là. Et on peut même parfois naviguer. Une des pratiques, c'est de peut-être mettre un fichier index.html dans chaque dossier, mais au niveau de Apache ou de Nginx et des serveurs web, c'est facile d'avoir une directive pour dire on ne liste pas le contenu des dossiers. Vérifiez que les fichiers de métadonnées, exemple Git ou SVN, vous avez téléversé votre projet Git sur le serveur web en production et quelqu'un peut taper /.git et tomber justement dans la liste des fichiers Git. Et là-dedans, il y a des configurations, il y a des informations personnelles, il y a des courriels, donc on veut éviter que ça se retrouve dans le public. Et de sauvegarde ne se trouve pas dans l'arborescence web, des sauvegardes automatiques de toutes sortes. Quelques exemples maintenant, ça va quand même assez vite, on est rendu à l'acétate numéro 19. En PHP, Laravel, on définit une route pour la possibilité de s'authentifier, de se connecter. Donc, on fait un post pour envoyer les informations de connexion, le nom d'utilisateur et le mot de passe à la route /login. Et donc, ça va appeler le contrôleur, le login controller, et il y a une méthode qui s'appelle sign-in, une action. Et on applique le middleware throttle. Dans ce cas-ci, on veut s'assurer que l'utilisateur ne peut pas lancer plus de 100 requêtes d'authentification en 1 minute. Et si c'est le cas, il va être bloqué et il va recevoir un code de statut d'erreur. Donc ça, c'est une des façons de protéger les routes. Aussi, dans ce cas-ci, on applique le middleware auth afin de s'assurer que seuls les utilisateurs authentifiés puissent créer des commentaires. Donc, pour pouvoir créer un commentaire sur le système, il faut être passé par le login et avoir récupéré un jeton de session, un JWT par exemple. Donc, on a le middleware qui est appliqué. On veut s'assurer que le middleware auth API soit appliqué sur la route qui concerne la méthode post, donc qui permettrait de créer un commentaire. Et on voit le command controller avec l'action store. On veut s'assurer que l'utilisateur est bien authentifié pour créer un commentaire. Dans ce cas-ci, seul l'administrateur pourra afficher les commentaires supprimés. On peut voir le middleware qui est appliqué. Le crochet, ça permet de définir un tableau séparé par une virgule. Dans ce cas-ci, on veut que l'utilisateur soit authentifié, mais aussi qu'il ait le rôle admin pour pouvoir accéder aux commentaires qui ont été supprimés, tout simplement. Dans ce cas-ci, seul le propriétaire du commentaire pourra le modifier grâce au middleware owner. On a une route avec le middleware qui est appliqué, 2 middleware. Le premier, on s'assure que l'utilisateur est authentifié, et le deuxième, on s'assure que l'utilisateur qui veut modifier ce commentaire-là, passant en paramètres, est bien son commentaire. Et on peut voir la méthode put ici qui nous permet de mettre à jour un enregistrement. On a aussi parlé du CORS. Quand on a des applications client-serveur et des single-page applications, donc des applications JavaScript développées en Angular, en jQuery ou en React, l'application client est peut-être hébergée sur un domaine en particulier et le serveur, l'API, le backend, est peut-être hébergé sur un autre serveur. Au niveau du serveur d'API REST, c'est important de définir quelles sont les origines qui sont permis. Et donc, ça veut dire que si mon application JavaScript ne roule pas sur
le nom de domaine début.ca, je vais obtenir un message d'erreur. Donc, le navigateur ne me permettra pas d'interagir avec le serveur. Donc, ça permet d'éviter que d'autres sites web utilisent votre API. Et aussi, j'ai fait une petite capture d'écran pour vous montrer que parfois dans le local storage, on peut enregistrer des informations, l'identifiant de l'utilisateur, le nom de l'utilisateur, des informations de profil, et dans ce cas-ci, on voit le rôle de l'utilisateur admin. Donc peut-être que ce serait possible de modifier le rôle. Si je n'étais pas admin et un simple rôle utilisateur, peut-être que je pourrais changer la valeur pour admin. Mais là, c'est dans un JSON Web Token et ce token-là est signé, donc ça semble assez difficile de falsifier les données d'un JSON Web Token, mais ça serait peut-être plus pour un cookie. Et donc, il faut être au courant que les hackers pourrait modifier peut-être ces valeurs-là. Et dans ce cas-ci, le rôle dans mon application Single Page développée en Angular est utile pour décider d'afficher certaines options de menu. Donc, ça me permet d'afficher une option pour l'administrateur et une autre option pour l'utilisateur simple. Mais, lorsque vient le temps d'interagir avec le back-end, il y a une validation qui est faite à savoir si l'utilisateur est bel et bien un admin et donc, il ne faut pas se fier au front-end, mais plutôt au back-end pour faire ces validations-là. J'espère que ça vous a plu. J'en profite pour vous dire qu'il n'y a pas juste de la théorie dans mes cours, mais aussi de la pratique. Donc, plusieurs vidéos, entre autres Brute Force Login Attack, le HTTP Sniffing, le FTP Sniffing sont aussi mises à votre disposition. Si vous avez apprécié la capsule, n'hésitez pas à appuyer sur le pouce en haut. Si vous avez des questions, des commentaires pour améliorer la chaîne en général, les capsules, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je vais tenter d'y répondre. Et finalement, si la cybersécurité et la programmation vous intéressent, inscrivez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche et vous pourrez être informé des nouvelles capsules. Merci et à bientôt.